Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Animedia, votre émission 100% cinéma d'animation. Je suis Sylvain, alias Phlegmatique, et dans ce podcast, je vous fais voyager dans le monde merveilleux de l'animation. Au programme aujourd'hui, nains de jardin, pingouins maléfiques et intelligence artificielle. Salut la famille! Aujourd'hui on ressort les stocks d'argile et on file dans la campagne anglaise pour le grand retour de Wallace et Gromit en long métrage dans un film sorti le 3 janvier sur Netflix, La Palme de la Vengeance. Je vais aller assez vite sur cette intro parce que le programme est assez chargé. D'abord je vous dirai quand même quelques mots sur le studio Aardman qui est le studio de production de Wallace et Gromit. Ensuite, on abordera la partie critique de La Palme de la Vengeance. J'enchaînerai avec une partie contexte où je vous parlerai notamment des petits secrets de production autour du film. On se posera la question rituelle de tout épisode d'Animedia, à savoir c'est pour qui? Wallace et Gromit, La Palme de la Vengeance. On décernera au film une note sur 5 pour le reclasser dans le grand classement Letterboxd d'Animedia. Et en fin d'émission, avant de nous quitter, je vous glisserai quelques mots sur les Oscars 2025 qui ont révélé il y a quelques jours leur liste de nominations. On parlera bien sûr de la catégorie meilleur film d'animation, mais pas que, puisque 2024 était une très bonne année pour le cinéma d'animation, et ça, l'Académie des Oscars l'a bien compris. Allez, appuyez sur ce gros bouton rouge, on bascule dans le monde merveilleux de la stop motion à l'anglaise. Feathers McGraw, vous avez été déclaré coupable de tentative de cambriolage du diamant bleu. Sans l'intervention de 2 citoyens intègres, vous auriez mené à bien votre plan machiavélique. Bonjour, Gromit. Comment il va, mon cabot préféré? Une nouvelle grande journée d'invention m'attend. Tu n'en reviendras pas en voyant ma prochaine création. Le nain intelligent artificiel. Appelle-moi Merbot. Oh, oh, oh. Regarde comme il va vite. Tada! Oh, une grenouillère Wallace. Contrairement à d'habitude, après ce court extrait de bande-annonce, je ne vais pas vous donner le pitch du film, mais revenir dans un premier temps sur le studio de production à l'origine de La Palme de la Vengeance, en l'occurrence le studio Aardman, qui est un studio d'animation britannique fondé en 1972 par David Sproxton et Peter Lord, basé à Bristol depuis ses débuts jusqu'à encore aujourd'hui. C'est un studio qui est donc spécialisé dans l'animation stop motion en pâte à modeler, ce qu'on appelle en anglais la clay motion, c'est-à-dire un mot valise entre animation et clay, donc pâte à modeler, argile, qui est le produit le plus utilisé pour créer ce type d'animation-là. Ils ont aussi réalisé quelques animations en 3D qui n'ont pas eu autant de succès ni critique ni commercial que les animations en pâte à modeler traditionnelles pour lesquelles ils sont vraiment connus. À ce jour, ils ont réalisé 10 longs métrages depuis 2000, une dizaine de séries télé également et une palanquée de courts, de moyens métrages, de publicités, de clips promotionnels, etc., etc. C'est quand même un studio qui est assez prolifique, quand bien même l'animation en pâte à modeler, eh bien ça prend du temps et des ressources. On verra ça dans un second temps dans la partie contexte. Le studio Aardman est connu principalement aujourd'hui pour la série des Wallace et Gromit, dans lequel s'inscrit évidemment La Palme de la Vengeance, son spin-off également Shaun le Mouton, qui compte 2 films, mais aussi une longue série de petits épisodes de quelques minutes qui s'étale sur énormément de saisons et d'épisodes, et également Chicken Run, qui était leur premier long métrage au cinéma en 2000 et qui a été suivi d'un 2e épisode sorti sur Netflix en 2023. Dans leur histoire, ils ont connu divers partenariats avec des grands studios pour la production ou la distribution de leurs films au cinéma ou ailleurs. Ils ont commencé dans le début des années 2000 avec DreamWorks avant de passer chez Sony Animation, Studio Canal et aujourd'hui Netflix qui s'occupe de distribuer leurs films et non pas de produire. C'est important de faire la nuance. On a vite fait de cataloguer les films qui sortent sur Netflix comme des films Netflix, ce que La Palme de la Vengeance n'est pas puisque, on le dira plus tard, mais il est sorti
sorti d'abord sur la BBC, la chaîne anglaise, avant d'être distribué chez nous et dans le reste du monde sur Netflix. D'ailleurs, on parlait de logique de production, ça aussi c'est une spécificité vraiment de Hardman. Depuis le 5 novembre 2018, le studio est ce qu'on appelle en anglais Employee Ownership, c'est-à-dire que c'est une coopérative qui appartient majoritairement à ses employés. Pour rentrer un petit peu dans le détail, les fondateurs Peter Lord et David Sproxton ont vendu 75% de leur part à un trust, c'est-à-dire une entité tierce que eux jugent de confiance, qui conserve ces parts-là, cet argent-là, pour les employés. Sur le site de Hardman, les employés qui sont d'ailleurs qualifiés de partenaires partagent la responsabilité et la propriété du studio et de ses bénéfices, que ce soit matériel ou financier. L'idée derrière tout ça, vous l'imaginez assez bien, pour les deux fondateurs, c'est que Hardman s'assure d'être un studio indépendant et d'éviter qu'il ne se fasse racheter par une grosse société de divertissement au hasard Disney et de garantir ce petit côté fait maison, authentique, à la main, voilà, qu'est l'animation en stop motion en pâte à modeler et que Hardman défend corps et âme et en est un des plus fiers représentants depuis maintenant plus de 50 ans. Cet aspect coopératif, indépendant, est-ce que ça nous surprend de la part d'un studio qui a une petite étoile rouge en guise de logo? Je ne suis pas vraiment sûr. Et d'ailleurs, si le sujet vous intéresse particulièrement, je vous renvoie vers la vidéo signée Bolchegeek pour la chaîne YouTube de l'Humanité qui avait parlé en particulier du monde de l'animation en stop motion, notamment face aux défis qu'il rencontre actuellement par rapport à l'animation 3D ou traditionnelle. Oui, parce que si vous n'aviez pas encore saisi la tonalité politique du podcast, eh bien voilà, c'est un peu mon coming out de gauche. Quoi qu'il en soit, vous retrouvez le lien en description. C'est un nain très connu. Je ne vois pas ce qu'il pourrait aller de travers. Norbot, fonction recharge. Nouvelles instructions reçues. Mais enfin... Toujours aussi féru d'invention, Wallace crée le Norbot, un nain de jardin intelligent censé aider Gromit dans ses tâches jardinières. Mais alors que le gnome prend une place de plus en plus importante dans la vie des deux amis, derrière les barreaux, le redoutable pingouin Feathers McGraw prépare secrètement sa vengeance. Wallace et Gromit, la palme de la vengeance, est sorti le 3 janvier 2025 sur Netflix en France. Il est réalisé par Nick Park et Merlin Crossingham, écrit par Nick Park et Mark Burton. Au casting VO, on retrouve Ben Whitehead, Peter Kay, Reese Shersmith ou encore Lauren Patel. Et à noter que c'est la première fois que ce n'est pas Peter Sallis qui double Wallace en version originale, puisqu'il est décédé en 2017 à l'âge de 96 ans. Le film, on l'a dit, est produit par Hardman Animations, BBC et Studio Canal. Il a été diffusé le 25 décembre sur la BBC avant d'atterrir dans le reste du monde sur Netflix. C'est le moment donc d'attaquer la partie critique et je vais pas y aller par quatre chemins. La Palme de la Vengeance, c'est un film d'animation, tout ce qu'il y a de plus brillant. On va parler justement pour commencer de l'animation. Là encore, c'est très très simple, c'est ce que la stop motion a fait de mieux, je pense, tout simplement dans son histoire. Alors je n'ai pas vu La Menace Nuggets qui est sorti l'année d'avant sur Netflix puisque j'avais entendu des échos pas terribles, donc il faut que je me force, il faut que je m'y mette. Mais là, clairement, on est au summum de ce qui se fait en matière d'animation stop motion. Je dirais même que ça n'a rien à voir avec Mémoire d'un escargot, dont on a parlé dans l'épisode précédent, qui est lui aussi sorti dans ce début d'année, dans le sens où, cette fois-ci, il y a du budget sur La Palme de la Vengeance, c'est une évidence. Ils tentent tout, on sent que les animateurs se font plaisir. La moindre scène d'action qu'ils ont pu envisager, eh bien, ils vont y aller, quand même ça va leur prendre du temps, des ressources. On sent qu'il y a une tonne d'idées qui ont fusé en permanence dans le comité d'écriture et on leur a dit allez-y les gars, vous pouvez tout faire. Ça se sent, il y a une réelle expertise, les scènes d'action sont superbement chorégraphiées et il y en a, vraiment, il y en a à l'appel. Le film dure 1h15, tassé 1h20 avec générique, mais c'est surchargé, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que vraiment on ne s'ennuie jamais. Il y a plein d'idées qui ont été piochées à droite à gauche et pourtant qui arrivent à se tenir dans un grand tout, dans un ensemble cohérent, très à l'anglaise, très à la sauce humour british. Et ça donne une vraie cohérence, une vraie unité au film. Donc si vous aimez ce rendu, si vous avez pu grandir avec Wallace et Gromit, avec ce type d'animation en stop motion, mais là vous allez être aux anges, vous allez être ravis de voir à quel niveau on peut pousser justement ce type d'animation. D'ailleurs, c'est
peut-être un petit point négatif, vraiment histoire de chipoter vraiment sur cet aspect-là, c'est presque parfois trop bien fait, je mets des guillemets à l'oral, dans le sens où parfois en fait on oublie tout simplement que c'est animé image par image à la main, dans le sens où parfois les personnages ont une texture un petit peu trop lisse ou alors c'est presque trop fluide. On aime bien d'une manière générale dans la stop motion garder les traces de doigts sur la pâte à modeler, sur le silicone des personnages pour montrer qu'ils ont été animés justement à la main. On le sent un petit peu moins, là, je trouve, sur celui-ci. On a peut-être un peu moins le temps de le sentir aussi. Adam Elliott disait, pour Mémoire d'un escargot, que parfois, il sautait une image dans le processus d'animation. C'est-à-dire qu'au lieu d'animer à 24 images par seconde, ils animaient parfois à 12 images par seconde pour en plus renforcer un petit peu le côté saccadé qui donne le charme de l'animation. Là, on sent que c'est vraiment pas le cas. Ils ont animé tout ce qu'ils ont pu animer. Ça donne un rendu qui est fantastique à l'écran. Mais peut-être qu'on perd un petit peu voilà, ce charme de la stop motion. Mais voilà, c'est vraiment histoire de chipoter, puisque grosso modo, vous le comprenez, je suis hyper enthousiaste par rapport à ça. Visuellement, c'est magnifique. Les couleurs, les tons sont vraiment respectés. Je trouve même encore plus vif que les précédents. Il se passe quand même pas mal de jours. On sent que même au niveau de la photo, des lumières, il y a quelque chose de vraiment éclatant, de beau tout simplement là-dedans. C'est un vrai beau film avant toute chose. Et d'ailleurs, ce qui fait le sel d'une manière générale d'un Wallace et Gromit, que ce soit un court-métrage de 30 minutes comme il y en a eu quelques-uns ou d'un film d'animation, c'est que le deuxième, je le précise quand même. On a l'impression que Wallace et Gromit ont été déclinés un petit peu à toutes les sources. Ce n'est que le deuxième long métrage après Le mystère du lapin-garou qui était sorti au milieu des années 2000. Ce qui fait le sel d'un Wallace et Gromit, je le redis, c'est avant tout la réalisation, dans le sens où on va aller piocher des influences à droite à gauche, là encore pour créer quelque chose à la sauce Wallace et Gromit. Nick Park et Merlin Crossingham l'ont dit dans une interview, ils sont allés piocher que ce soit du côté des Nerfs à vif, le film de Martin Scorsese où Robert De Niro sort de prison pour venir se venger de son ancien avocat, Le village des damnés dont il reprend les enfants qui agissent sous un esprit unique. Là c'est les nains qui avancent un petit peu comme ça avec leurs yeux très très noirs comme ça qui font peur vraiment. Ils ont donné aussi comme exemple Rebecca de Hitchcock. Après on peut aller chercher aussi dans des références très évidentes à James Bond, à Aliens, le deuxième. Donc c'est des choses qui sur le papier on pourrait dire que tout ça semble assez mal ou que ça paraît compliqué d'assembler tout ça. Bien justement, ici ça fonctionne très bien parce que c'est appuyé par cette réalisation, par ces effets, par le côté iconisation des personnages. On pourrait continuer le listing pendant longtemps, mais l'idée c'est vraiment voilà, d'utiliser des grands tropes, des grandes thématiques du cinéma que l'on connaît sans avoir besoin de citer les films en question. Il y a la vengeance, bien sûr, c'est dans le titre, c'est la vengeance de Feathers McGraw, le pingouin maléfique, envers Wallace et Gromit. Il veut récupérer ce fameux diamant et fuir ensuite de la région. Il y a bien sûr la fameuse dernière affaire du flic qui s'apprête à partir à la retraite, l'inventeur dépassé par sa création, ça c'est évidemment un grand classique depuis Frankenstein, et le lanceur d'alerte incompris qui est Gromit et qui va se retrouver à brasser du vent jusqu'à ce que finalement l'affaire éclate au grand jour. Et c'est ça finalement, plus que ces fameuses influences, c'est ces mélanges de thématiques bien connues qui font l'universalité et l'efficacité de cette histoire. D'autant que la couche Wallace et Gromit, j'en ai parlé mais je vais la détailler un petit peu plus dans cette partie. En général, mais sur ce film-là je trouve en particulier, c'est ce mélange entre le pastiche et l'absurde. Le pastiche, parce que justement, ces codes, ces thématiques qu'on connaît, ici, elles vont être détournées pour créer de l'humour principalement. C'est quand même l'idée principale. Un exemple parmi tant d'autres, c'est la scène de la poursuite en péniche, où on a vraiment tous les éléments au niveau de la réalisation, que ce soit sur les inserts, les plans rapprochés sur l'accélérateur, sur l'idée de nous montrer une poursuite hyper vive, hyper bruyante, d'avoir une vraie grosse scène d'action. Et puis au final, on dézoome et on se rend compte que, oui, c'est des péniches, donc forcément elles avancent à 2 à l'heure. C'était déjà ce qu'avait fait Michel Hazanavicius dans le deuxième OSS 117, où on avait une poursuite entre Jean Dujardin et le méchant du film, où en fait ils étaient en déambulateur, donc ils allaient à 2 à l'heure. C'est quand même principalement cette idée-là, de reprendre ces codes-là et de les détourner. Il y a aussi le pingouin qui se retrouve en prison derrière les barreaux, et puis finalement on dézoome et on se rend compte qu'il est dans un zoo, parce que c'est un pingouin, donc forcément on ne le met pas en prison, mais dans un zoo. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse, le zoo
et le traitement des animaux d'une manière générale, c'est une thématique récurrente chez Nick Park, puisque son tout premier court-métrage fait chez Aardman s'appelait Creature Comforts, et c'était une série d'interviews d'animaux qui étaient dans un zoo, qui parlaient comme des humains pour évoquer le fait qu'ils n'étaient pas super heureux dans cet environnement-là, et en fait ces interviews en question étaient tirées de vrais gens qui avaient donné des interviews à des journaux télévisés, qui ensuite avaient été calqués sur des personnages d'animaux. Je referme la parenthèse. Creature Comforts, c'est à aller voir d'ailleurs sur YouTube, hein, c'est un petit court-métrage de 5 minutes, mais c'est pour dire que tout se retrouve finalement dans ce film-là. Quand on a des auteurs qui ont autant d'années de carrière et d'expérience derrière eux, ils ont comme ça des marottes, des thématiques qu'ils aiment implémenter. On retrouve ça complètement dans La Palme de la Vengeance. J'ai parlé du pastiche et de l'absurde. L'absurde, c'est déjà parce qu'on est dans un monde où on a quand même un chien hyper intelligent qui se comporte comme un humain et ça choque personne. De la même manière qu'on a un pingouin qui se balade, c'est le monde de Wallace et Gromit. Il faut accepter ça, mais ça fonctionne très très bien parce que justement personne ne se pose la question, personne ne soulève ça. Donc après tout, nous on va l'accepter, hein, en tant que spectateur. Et rien que le personnage de Feathers McGraw, c'est vraiment l'absurde poussé très très loin. Hein. Et alors il revient 32 ans après Un mauvais pantalon, qui était le premier court-métrage dans lequel il était apparu. Il était aussi apparu dans un jeu vidéo de la génération PlayStation 2, Xbox au milieu des années 2000, que je n'avais pas fait, hein, qui reprenait justement la thématique du zoo, hein, où c'était Feathers McGraw qui devenait le tyran du zoo et qui utilisait les autres animaux contre leur gré en séquestrant leur famille. Enfin, ça allait très très loin. Mais il revient et il est vraiment l'incarnation du mal absolu. On ne sait pas pourquoi, mais il a un plan très précis en tête. Il va l'exécuter quoi qu'il arrive et il va tout mettre en œuvre pour y arriver. Et tout ça, c'est renforcé par le fait qu'il parle pas, qu'il est très très peu animé, que ses yeux ne sont vraiment que deux petites billes noires. Il est inexpressif au possible. Enfin, il fait flipper aussi grâce à la réalisation qui appuie ce côté-là pour l'iconiser comme un grand méchant de cinéma. Et vraiment, ça marche. Alors que c'est absurde. C'est un pingouin, rien de plus, quoi. C'est presque Pingu, même si vous voulez, pour parler vraiment à une référence de vieux. Mais en plus de tout ça, ce qui est déjà beaucoup, hein, mais La Palme de la Vengeance fait aussi très bien de questionner l'absurde de notre quotidien. Les inventions de Wallace, c'est complètement ça, hein. La machine qu'il utilise pour se lever, en tout cas pour se faire sortir de son lit, n'a aucun sens. Ça le fait traverser toute sa maison par des détours complètement improbables, alors que il suffirait de juste se lever et de descendre, voilà, de servir son petit déjeuner. Mais non, ça aussi, il a une machine. Il a même une machine qui lui sert à faire des tapes sur la tête de Gromit, qui va devenir justement le payoff à la fin du film, où finalement on se rend compte que c'est quand même mieux, hein, quand c'est fait par un humain, un vrai humain. Il y a un côté un peu plus chaleureux. Il va pousser son concept d'invention très très loin. Et moi, ce que j'adore, le détail que j'adore, c'est que le portail de leur maison, quand la voiture sort du garage, il va pas s'ouvrir comme un portail normal. Non, il rentre dans le sol. C'est-à-dire qu'il a vraiment créé un mécanisme, une tranchée dans son allée pour faire en sorte que le portail descende. Enfin, on est arrivé à un niveau tellement loin dans l'absurde que même ce genre de petites choses du quotidien sont détournées inutilement par la technologie. Et justement, ça, la technologie, l'intelligence artificielle, on y arrive. C'est une des grosses thématiques de La Palme de la Vengeance. Alors que le film, je le dirai tout à l'heure, mais il a été étalé sur assez longtemps. Donc il a été mis en chantier bien avant la démocratisation de l'intelligence artificielle, que ce soit ChatGPT, Midjourney, bien avant que tout ça n'arrive quotidiennement presque dans nos usages. Et pourtant, il arrive à en parler de manière tout à fait brillante, là encore, dans le sens où même à partir de la plus noble des intentions, hein, Wallace, c'est vraiment l'inventeur béat qui adore bricoler, mais qui se pose pas trop la question de pourquoi il fait ce qu'il fait. Eh bien justement, ça entraîne bien sûr des dérapages. Il suffit qu'elle tombe entre de mauvaises mains pour que tout de suite son usage, on comprend très très bien que ça peut aller bien très très loin justement dans le négatif et dans la prise de pouvoir aussi de ces intelligences artificielles-là. Qu'elles sont d'une manière générale bien beaucoup plus intelligentes, beaucoup plus capables que nous, ce qui vient questionner justement notre rapport à la technologie au quotidien, à la technologie mais aussi à l'automatisation, au fait de faire des tâches ou de justement se passer de faire ces tâches-là soi-même pour les déléguer à un robot, une IA, tout ce que vous voulez. Ça questionne les limites à ne pas dépasser. Quand même, Wallace programme directement dans l'intelligence artificielle un mode evil. Bon, évidemment que les inventions modernes d'IA ne sont pas aussi premier degré, mais enfin, il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin et on a des exemples d'IA qui se sont retrouvés à être entraînés comme ça par des internautes qui très très vite partaient quand même du côté obscur de la force, hein. Mais à l'arrivée, on se demande
aussi comment justement on peut les intégrer à nos usages, comment on peut vivre en paix avec elles, comment on peut les intégrer de façon plus sereine à notre quotidien. Ça paraît beaucoup pour un film qui est quand même juste de base un Wallace et Gromit qu'on pourrait qualifier de très très basique et de juste drôle, mais vraiment ça se retrouve dans le film et on peut complètement le retrouver. On peut même, je vais vous dire, pousser le concept encore un peu plus loin, puisque l'IA en question qui est créée par Wallace, c'est un nain de jardin qui travaille en chantant, qui sifflote en travaillant presque, j'ai envie de dire, et qui par défaut, son mode de travail par défaut, c'est de rendre tout impeccable, carré, droit, bien lisse, sans âme presque, voire carrément en fait, comme justement les fameuses IA notamment visuelles, comme Midjourney, DALL-E et compagnie, qui vont nous donner des rendus très très lisses. Vous voyez exactement ce genre de visuel, ce genre de type de dessin qui ont envahi Internet et le monde d'une manière générale, où on va chercher à gommer vraiment toutes les aspérités. D'ailleurs, on a d'une manière générale beaucoup de gens qui vont reprendre des vieux films, des vieilles animations pour essayer de les cleaner, d'enlever le côté saccadé, d'enlever le grain sur l'image, etc. Qui sont des choses qui sont parfois complètement voulues et recherchées. Maintenant, il faut absolument lisser ça, gommer ça, sans se poser la question artistique derrière. Eh bien, le Norbot du film, c'est aussi ça, mais aussi peut-être, puisqu'on parle de nain de jardin qui chante, est-ce que ça ne représenterait pas une certaine compagnie de divertissement dont on a déjà parlé dans ce podcast, qui s'appellerait Au hasard Disney, alors que justement Aardman est un petit peu quand même un bastion de résistance de l'animation faite à la main, image par image, avec des vrais animateurs. On peut quand même se permettre d'ajouter pas mal de couches d'interprétation sans avoir besoin d'extrapoler trop, je pense, et ce qui donne une couche de réflexion supplémentaire au film. Maintenant, si on préfère rester absolument premier degré et prendre le film pour ce qu'il est de manière beaucoup plus efficace et immédiate, on a le droit de faire ça, je ne critique pas. Maintenant, l'idée quand même d'Animedia, c'est de pousser un petit peu la réflexion plus loin quand même, mais malgré tout, et ça je l'ai gardé pour la fin, je l'avais fait exprès, c'est que, au premier degré, Wallace et Gromit, La Palme de la Vengeance, ça fonctionne hyper bien, c'est juste un film drôle, tout simplement, bien mis en scène, bien réalisé, bourré de références, mais on se marre du début à la fin, peut-être encore plus, je trouve, que dans les précédents, qui ont peut-être un type d'humour un peu plus enfantin, un peu moins évolué si on veut. Alors il y a toujours ce côté slapstick, définir vite fait ce que c'est, vous voyez très bien, c'est des gags à base de violence physique exagérée et sans conséquence pour les personnages qui en sont victimes. Typiquement la scène avec le nain qui joue de la cornemuse et qui se fait balancer par Feathers, ça fonctionne du tonnerre. Alors attention quand même, parce que la bande-annonce révèle notamment ça et beaucoup de choses d'une manière générale, donc attention à pas se faire trop spoil. Mais voilà, cet humour, il fonctionne du début à la fin et il apporte beaucoup plus que ça. Je l'ai dit, l'idée de suriconiser Feathers en méchant ultime avec vraiment cette lumière sur lui dans la prison avec l'orage derrière, le rendre vraiment exagérément menaçant, c'est génial, ça fonctionne super bien. La scène où il utilise sa main extensible qu'il a fabriquée, qui est beaucoup trop expressive mais qui manipule lui-même à partir de son objet dans sa prison, c'est pareil, ça fonctionne super bien. Le fait qu'on le reconnaisse jamais, il suffit qu'il se mette un gant sur la tête, on le prend pour un poulet, qu'il mette un vieil habit noir, on dit que c'est une bonne sœur, alors qu'il a une tête de pingouin. Nous, on le sait en tant que spectateur, mais dans la diégèse, dans le monde du film, hop, il met un petit déguisement et puis on le retrouve pas. Il y a juste un plan, un point de détail, encore une fois, très très drôle. On voit ces différents déguisements qui sont plus ridicules les uns que les autres, mais qui suffisent à le rendre inaperçu. Dans le cadre du film, encore une fois, je précise, la machine à reboot les Norbots, c'est-à-dire c'est une machine faite à partir de bots qui fonctionnent comme des boomerangs et qui vont être utilisés pour reboot. Voilà, boot en anglais, vous avez compris, c'est très très basique, c'est on pourrait dire simplet, mais non, ça fonctionne très très bien et juste le fait d'avoir eu cette idée-là, d'y avoir pensé, on se marre tout simplement du début à la fin. Et ce qui est génial, c'est qu'il y en a pour tous les âges, comme je le dirais dans la partie C'est pour qui. C'est un très bon film, évidemment, à voir en famille, mais on peut y prendre un plaisir absolument immédiat, quel que soit notre âge. C'est le gros coup de cœur de ce début d'année, vous l'avez compris. Pour la partie contexte, je vais me baser principalement sur un entretien qu'ont donné Nick Park et Merlin Cressingham au Forum des Images, où j'avais la chance d'être parce que le film avait été diffusé avant sa sortie dans le cadre du festival du Carrefour du cinéma d'animation. C'était mi-novembre et ils ont donné pas mal d'infos sur la manière dont le film avait été fait, les influences aussi dont j'ai parlé un petit peu plus tôt. Alors grosso modo, comme souvent chez Aardman, en tout cas pour un long métrage de ce calibre-là, c'est un projet qui a mis du temps à se concrétiser, comme c'est toujours
toujours le cas en stop motion. Ça a pris 4 ans et demi, 5 ans. Le tournage, à proprement parler, a été étalé sur 15 mois. 15 mois, c'est énorme hein, sur un film live. C'est très très rare d'avoir des films dont le tournage s'étale sur 15 mois. En animation, forcément, ça fonctionne différemment, mais ça reste très très long. Et l'équipe globale autour du film était de 260 personnes, dont 35 animateurs qui étaient répartis sur 40 plateaux. Des plateaux qui fonctionnent comme autant de scènes. Hein. On a le plateau de la rue, le plateau de la maison, le plateau du sous-marin, du zoo, etc., etc. Et à titre de comparaison, Mémoire d'un escargot, dont j'ai parlé la semaine dernière, qui est un film beaucoup plus petit, hein, c'est 7 animateurs seulement, donc contre 35, et 33 semaines de tournage contre 15 mois. Donc on n'est pas du tout sur le même type de production, ni sur le même type de budget. En termes de réalisation, ce que nous disent Nick Park et Merlin Crossingham, c'est qu'ils ont réalisé vraiment à 50-50, chacun de leur côté. Je vais revenir quand même sur leur parcours à l'un l'autre, puisque les deux hein, sont quand même des vétérans de Hardman maintenant. Hein. Nick Park, il est rentré dès 1985, et c'est tout simplement lui, le créateur de Wallace et Gromit. Hein. C'est lui qui a réalisé tous les films, tous les moyens et longs métrages Wallace et Gromit, dès le tout premier Une grande excursion qui est sorti en 1989, jusqu'à donc La Palme de la Vengeance, mais aussi Le mystère du lapin-garou. C'est aussi lui qui a réalisé Chicken Run avec Peter Lord, donc un des cofondateurs du studio, et également Crowman, qui est sorti en 2008. Avec tout ça, il a remporté 4 Oscars quand même, hein, 3 pour des courts-métrages d'animation et 1 pour celui du long-métrage pour Le mystère du lapin-garou. Merlin Crossingham, lui, de son côté, il bosse chez Hardman depuis 2000. Hein, il avait bossé des Chicken Run en tant qu'animateur, et ensuite il a occupé à peu près tous les postes qu'il est possible d'occuper au niveau de l'animation chez Hardman, avant donc d'être propulsé à la co-réalisation sur La Palme de la Vengeance. Et vraiment, cet entretien qu'ils ont donné au Forum des Images, c'était hyper à la fois attendrissant et à la fois très drôle de les voir échanger, parler l'un l'autre, justement de leur manière de travailler, de leur façon de penser l'animation. On sent vraiment une énorme complicité entre les deux. Ils ont évidemment cet humour très british, ce ton pince sans rire. Enfin, on imagine, en tout cas c'est la manière dont on se projette, hein, qui travaillent très très bien ensemble, et c'est complètement raccord avec le produit final. Au niveau de la production, à proprement parler, les personnages dont on a eu d'ailleurs des exemples hein, sur scène, ils avaient ramené des petites figurines de Wallace, de Gromit. C'est hyper sympa de voir ça. C'est vraiment pas très grand hein, si vous voulez vous les représenter. Ça fait à peu près une trentaine de centimètres de haut, par exemple, pour un Wallace en pied, c'est-à-dire en entier. Ils sont tous faits à partir d'un squelette métallique pour bouger leurs articulations. Et ensuite, chacun a un peu ses spécificités. Par exemple, Feathers McGraw, il est entièrement en pâte à modeler ou en argile, enfin en tout cas cette matière très très malléable qui est globalement utilisée dans la stop motion. Et de ce que eux disaient, c'était finalement le personnage le plus difficile à animer, tout simplement parce que il n'y a pas grand chose sur lequel jouer pour le faire exprimer des émotions. Il est très très simple de design. Il a quasiment pas d'attributs, de postiches, à part justement ce gant dont il va se coiffer parfois la tête. Mais grosso modo, il bouge très très peu. Il est inexpressif, hein, je le dis, ça fait partie justement de son trait de caractère, ce qui fait aussi son côté menaçant. Donc il faut beaucoup passer par la mise en scène pour le faire exprimer indirectement quelque chose. De leur côté, Wallace et Gromit, ils ont un corps qui est plutôt fait en silicone, et ça va être leur tête et leurs mains, c'est-à-dire principalement les éléments du corps sur lesquels les animateurs vont interagir, qui sont eux faits en pâte à modeler, avec parfois des sets d'yeux et de bouche qui vont changer en fonction de ce qu'on veut leur faire exprimer. Et d'ailleurs, même si j'ai dit qu'on les voyait un petit peu moins, par exemple, que sur Mémoire d'un escargot ou que sur les films précédents où là c'était beaucoup plus flagrant, on voit quand même, on continue de voir sur leur visage notamment les traces des doigts des animateurs, parce que c'est justement quelque chose qui est important pour eux de faire passer. C'est ça finalement le message global de Hardman, c'est l'amour du fait main, ce qu'ils ont appelé le pouvoir de la subtilité, hein, des petits détails, des petites choses qui vont permettre de rendre ces personnages vivants, crédibles, humains, etc. Et d'ailleurs, parce que justement le film traite de ça, hein, eux ont tenu à rappeler qu'ils n'ont pas utilisé d'intelligence artificielle dans le film. Alors on leur avait pas demandé comme ça, mais on sent que quand même que c'est quelque chose qu'ils ont envie de mettre en argent et garantir l'authenticité absolue de leur travail, en tout cas le fait main comme vraiment mantra. Alors il y a des effets spéciaux sur le film, hein, contrairement à Mémoire d'un
d'un escargot où tout est fait à la main, que ce soit les décors, le ciel, les accessoires, etc. Là, on a ce qu'on appelle du compositing, notamment sur Wallace et Gromit, c'est-à-dire que les décors qui sont proches, les personnages ont été réellement construits et ensuite les arrière-plans principalement, hein, mais pas que, ont été rajoutés ensuite en post-production. Hein. Sur le tournage, il y avait des fonds verts, des fonds bleus pour ensuite aller projeter ces décors-là et créer ensuite le plan final que vous avez sur votre écran. Et tout ça, si vous voulez en apprendre plus, comme d'habitude, mais notamment dans le monde de la stop motion, c'est ça qui est génial avec cet art spécifique du cinéma, c'est que les studios, notamment Hardman, sont toujours hyper friands de making-of. On en a à la pelle à chaque fois pour nous montrer concrètement comment ça marche, comment ils travaillent. Et Hardman adore justement communiquer sur sa manière de travailler et on les comprend. Moi, ça me fascine vraiment à titre personnel qu'on arrive à créer ces histoires-là, ces scènes d'action-là, notamment avec ces petites figurines-là. Il y a eu de nombreux making-of qui sont sortis dès la semaine de la sortie du film, hein, notamment un par les BAFTA et un par la BBC, qui sont sortis gratuitement sur YouTube. Je vous mettrai les liens en description si ça vous intéresse. C'est 10-15 minutes à chaque fois et c'est vrai que c'est toujours hyper enrichissant de se plonger dans ce studio-là, de découvrir leur manière de travail. Juste un exemple, j'adore la scène avec les nains qui sortent du camion en trottinette, où on voit une animatrice qui était chargée spécifiquement de cette scène-là. Et on a un time-lapse, c'est-à-dire un rendu en accéléré de la manière dont cette scène a été animée. Et on la voit changer de vêtements au fur et à mesure de l'accomplissement de la scène pour montrer que, eh bien, voilà, ça lui a pris une semaine de faire un bout de cette scène-là, puisque ça fait aussi partie des choses qu'on nous parle régulièrement en animation. Hein, quand on arrive à 1 minute de métrage utile dans l'animation en stop motion, on est content à la fin de la semaine. Donc c'est dire que voilà, tout ça évidemment prend du temps, tout ça est très minutieux. Et c'est toujours un plaisir de regarder ça, que ce soit en long métrage ou en making-of. Je ne comprends pas pourquoi mes propres nains s'en prendraient soudain à moi. Une énorme flambée de cambriolage. Où sont mes outils? Où est mon abri de jardin? Et où sont mes lunettes? Oh, elles sont sur ma tête. Dieu du ciel, c'est vous? Encore? C'est la palme de la vengeance! Maintenant qu'on a dit tout ça, c'est pour qui Wallace et Gromit la palme de la vengeance. Je l'ai déjà un petit peu dit dans les parties précédentes, mais la force de Wallace et Gromit, c'est de pouvoir s'adresser à un public extrêmement large. Ça, c'est vérifié, en tout cas de mon côté, quand je suis allé au Forum des images pour la projection spéciale. Dans la salle, le public, c'était littéralement, comme le veut l'adage, mais là, cette fois, c'était pas galvaudé, ça allait de 7 à 77 ans. Il y avait des très jeunes qui ont ri, on les a bien entendus, à des personnes beaucoup plus âgées qui ont beaucoup plus l'habitude de ça, qui eux aussi, d'une manière générale, ont grandi avec ce type d'animation-là, avec ces personnages. Je descendrai pas forcément en dessous de 7 ans parce que peut-être pour d'autres film Wallace et Gromit, mais celui-ci en particulier a des moments de mise en scène un peu plus horrifiques, je mets des gros guillemets, hein, mais notamment certaines scènes avec Feathers, hein, on l'a dit, les nerfs à vif, c'est quand même pas le Scorsese le plus posé, hein, il est un petit peu énervé. Pareil pour toutes les références au village des damnés, hein, les nains, ils ont ce côté, alors certes ridicule, mais quand même un peu menaçant, et ils avancent en bande avec leurs yeux noirs, ils font un peu flipper avec des guillemets, mais bon voilà, peut-être qu'en fonction des enfants, s'assurer quand même qu'ils soient peut-être un petit peu plus vieux pour pouvoir apprécier ça tranquillement. Et franchement, à partir de là, c'est du tout bon. Hein. Je pense que justement, le fait de le regarder en famille, pour accompagner le visionnage, on peut y aller sans problème. Le rythme, il est dingue. Enfin, le film dure, là je l'ai dit, 1h20, générique compris, donc ça passe quand même très très vite. Il n'y a vraiment rien de trop, on s'ennuie jamais. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Et je l'ai dit, eh bien voilà, c'est aussi génial pour les adultes, hein, tout simplement. Si on est cinéphile, on va s'amuser à piocher un petit peu les références cinématographiques et les thèmes récurrents d'un cinéma qu'on connaît. Et puis, on va prendre aussi tout ce discours sur l'intelligence artificielle qui a forcément moins parlé à des enfants. Nous, on baigne là-dedans. On va forcément retrouver de quoi réfléchir avec tout ça. J'ajouterais peut-être que le film prend peut-être une petite dimension supplémentaire si on a vu avant Un mauvais pantalon, qui
qui est un des précédents courts-métrages Wallace et Gromit qui date de 1993, dans le sens où on a le retour dans La Palme de la Vengeance de Feathers McGraw qui avait été introduit dans ce court-métrage-là. C'est pas nécessaire dans le sens où le film fait un petit rappel au début, un mini flashback pour nous présenter qui il est, en tout cas pour nous faire comprendre que c'est Wallace et Gromit qui l'ont capturé, qui ont pris le diamant et maintenant il veut se venger, récupérer son dû et s'en aller. Donc le film fait suffisamment bien ce travail de présentation, mais déjà parce que c'est un super film, c'est un super court-métrage, un mauvais pantalon, mais parce que justement ça introduit le personnage de Feathers et ne pas avoir le sentiment d'être passé à côté de quelque chose, dans le sens où il est méchant, on sait pas pourquoi et c'est comme ça. Si jamais vous ne l'avez pas vu ou que vous voulez le revoir, il est disponible notamment sur la plateforme Benchy, qui est une plateforme dont je reparlerai je pense un jour, parce que c'est assez chouette en fait pour les parents, pour montrer du cinéma d'animation, mais pas que, mais principalement du cinéma d'animation, principalement européen, à destination des petits, enfin ça va de 3 à 11 ans, et donc, notamment ils ont tous les courts-métrages Wallace et Gromit, donc raison de plus pour aller y jeter un œil, d'autant que je crois le premier mois est offert, donc ça vous laisse la possibilité d'aller regarder tout ça tranquillement en famille. Nous arrivons à la note pour insérer La Palme de la Vengeance dans le grand classement Letterboxd d'Animedia, à consulter évidemment sur le compte Letterboxd. Le lien là encore est en description, je vous invite à aller faire un tour. Je vais attribuer à La Palme de la Vengeance la note de 4 sur 5 parce que c'est très bien, voilà, globalement j'ai pas grand chose de négatif à dire dessus. Je dirais que ça m'a pas emporté non plus au point d'aller plus haut, mais ça fait partie de ces films qu'on peut regarder encore et encore sans se lasser. Vraiment, je l'ai vu une deuxième fois pour préparer cet épisode sur Netflix. Forcément, au cinéma, ça prend une autre dimension. C'est quand même un film qui est très cinématographique, mais c'est un bonheur aussi à regarder à la maison. C'est vraiment le film qu'on peut regarder à tout moment. 4 sur 5, ça me semble complètement mérité, hein. Vous l'avez bien compris. J'ai adoré le film à peu près à tous les niveaux. Pour le replacer donc dans le classement, ça le met derrière Les Mitchell contre les machines, qui est un autre film d'animation disponible sur Netflix et qui n'a pas forcément eu la carrière qu'il méritait. Ça fait partie de ces films sacrifiés sur l'autel de la pandémie, hein, qui auraient dû sortir en salle et qui se sont retrouvés sur une plateforme, en l'occurrence Netflix. 4 sur 5, ça le place bien au même niveau que Le Mystère du Lapin-Garou, hein, donc le long métrage précédent Wallace et Gromit. J'arrive pas trop à dissocier les deux films, je trouve qu'ils ont chacun leur qualité. En plus, Le Mystère du Lapin-Garou, je l'ai découvert récemment, donc j'ai pas le côté nostalgique, j'ai vraiment aimé le film premier degré à l'âge que j'ai aujourd'hui, et vraiment je mets les deux au même niveau, je trouve ça globalement très très bon, et je mets quand même La Palme de la Vengeance au-dessus du film Shaun le Mouton, le premier, que j'ai découvert là aussi récemment. J'ai d'ailleurs hâte de voir le deuxième, ils sont actuellement disponibles sur Canal. Bref, la stop motion est partout, allez jeter un œil. Avant de nous quitter tout à fait, j'avais dit que je ferais un petit détour par les Oscars 2025 puisque l'Académie a annoncé récemment les nommés dans toutes les catégories bien sûr, mais ce qui va nous intéresser ici, vous vous en doutez, c'est l'Oscar du meilleur film d'animation et je dois vous avouer que petite satisfaction personnelle puisque sur les 5 nommés, on a 5 épisodes, vous avez 5 épisodes d'Animedia à aller écouter ou réécouter puisque les nommés sont Vice Versa 2 que j'ai traité dans l'épisode 6, Le Robot Sauvage, qui est l'objet du numéro 7, Flo, que j'ai traité dans l'épisode 10, Mémoire d'un escargot, que j'ai abordé la semaine dernière dans l'épisode 16, et donc, voilà, c'est Gromit, La Palme de la Vengeance, qui est l'objet de cet épisode. Donc on a quand même 5 films très très solides, il y en a un de moins que pour les Golden Globes, où ils avaient rajouté Vaiana 2, ce qui n'était pas forcément mérité, au vu de la qualité globale de la production en 2024. J'ai mon petit favori, c'est celui qui a gagné les Golden Globes, c'est Flo, d'autant que la scène de réaction du réalisateur Ginz Zilbalodis est assez drôle. Il est sur son lit avec son chien, il se filmait pendant l'annonce des nominations et il est là en train de manger une pomme et il réagit de manière assez calme, mais quand même il fait des petits câlins à son chien qui a pas l'air de trop comprendre ce qui se passe, qui est étalé sur le lit. Enfin voilà, c'est très très sympa. Je vous invite à aller le suivre, notamment sur Blue Sky où il publie
publie très fréquemment pas mal d'éléments de coulisses, de making-of sur Flo. Et ça a l'air d'être quelqu'un de très très bien dans la vie. Donc bravo Gins Zilbalodis, bravo Flo. D'autant que, et là c'est une surprise, enfin en tout cas personnellement je ne m'y attendais pas, le film est nommé en plus dans la catégorie meilleur film international. Donc ce sont les films que l'Académie repère qui ne sont pas en langue anglaise. Il concourra contre Emilia Pérez, qui a tout raflé, qui a eu 13 ou 15 nominations je crois aux Oscars, ce qui est quand même assez fou. Pas un film que j'aime beaucoup par ailleurs, mais nous ne sommes pas là pour parler de ça. Il concourra également contre Les Graines du Figuier Sauvage, qui est un film du réalisateur iranien Mohammad Rasoulov, mais qui concourt pour l'Allemagne. Je suis toujours là, un film brésilien, et La jeune fille à l'aiguille, qui représentera le Danemark. Est-ce qu'il a des vraies chances de gagner ? Eh bien, je ne sais pas, dans le sens où Emilia Pérez est aussi nommée pour l'Oscar du meilleur film. Après, il va peut-être pas tout rafler non plus, donc voilà, à voir. Je pense que c'est déjà une bonne chose que l'animation sorte du carcan habituel auquel elle est trop souvent renfermée, c'est-à-dire juste l'animation, et ça met quand même sur le devant de la scène un tout petit film indépendant. Voilà, allez réécouter l'épisode 10 si vous voulez plus d'infos, mais vraiment je suis très très content pour la carrière de ce film qui n'en finit plus de décoller. Et l'autre petite surprise quand même, c'est le fait que Le Robot Sauvage a 2 nominations supplémentaires, donc 3 en tout, puisqu'il est nommé dans 2 autres catégories, à savoir meilleur son et meilleure musique de film pour Chris Bowers, ce qui est complètement mérité. Moi j'ai adoré la bande originale du Robot Sauvage. Donc eh bien on suivra tout ça, alors pas tout de suite non plus, puisque la cérémonie aura lieu le dimanche 2 mars au Dolby Theatre de Los Angeles. Elle a été repoussée notamment par rapport à d'habitude en raison des énormes incendies qui se sont abattus sur Los Angeles ces dernières semaines. Mais ça fait plaisir, voilà, pour boucler là-dessus, de voir le cinéma d'animation apprécié sortir de son cadre. On suivra tout ça avec attention. Et nous voici arrivés à la fin de cet épisode 17 d'Animedia. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un maximum d'étoiles, de commentaires et à vous abonner aussi sur vos plateformes d'écoute, de streaming préférées, que ce soit Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict. J'ai vu dans mes statistiques qu'il n'y avait que un quart des personnes qui sont abonnées qui m'ont laissé des étoiles, notamment sur Spotify. Alors allez-y, mettez le maximum d'étoiles. Ça aide vraiment le podcast à ressortir, à être choyé par les algorithmes. Ça fait beaucoup de bien à la visibilité. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, eh bien notez-moi sur Spotify, mais aussi sur les autres plateformes. Le podcast est également disponible sur YouTube. Si vous préférez, allez le consulter là-bas. Et là encore, eh bien abonnez-vous, mettez la petite cloche pour être au courant des sorties des épisodes tous les mercredis matins. Et laissez-moi un commentaire, ça me fera extrêmement plaisir. Je vous répondrai. Et également sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et surtout Blue Sky, où je papote de cinéma d'animation. Ça me fera plaisir de vous y retrouver. J'essaye de relayer aussi de l'actu, des événements en rapport avec l'animation. C'est mon petit cocon privilégié de discussion. Donc retrouvez-moi là-bas. Dans l'épisode prochain, on parlera d'animation française avec un film qui est sorti ce 29 janvier. Slocum et moi, ça avait été mon gros coup de cœur au festival d'Annecy de l'été dernier, donc j'ai vraiment hâte de vous en parler. C'est une sortie un petit peu plus confidentielle, mais qui personnellement m'avait vraiment touché en plein cœur, donc j'espère que vous serez là pour écouter ça. D'ici là, portez-vous bien, continuez de regarder de bons films d'animation. Des bisous et ciao. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound.